Bonjour à toutes et à tous. Il y a 3 ans, lors d'une conférence à Montréal, euh, la réponse à une question m'avait fait parler d'autonomie et j'avais cité le modèle de Cuba et le modèle de la Corée du Nord comme étant, par définition, des environnements, surtout la Corée du Nord, assez clos et donc destinés à trouver un équilibre d'autarcie du moins jusqu'à une certaine mesure, puisque ce sont des pays qui exportent peu et qui doivent faire avec ce qu'ils ont pour vivre et vivre avec leur population. Et j'avais dit que, après tout, comme c'était un modèle tyrannique, dictatorial, sanguinaire, ce n'était pas ma tasse de thé, d'autant plus qu'il y a une approche bizarre de communiste et de royauté. Et puis, après, je me suis ravisé en disant, mais en fait, Pierrot, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est vrai que j'aime pas trop parler des choses que je ne connais pas, ou certainement des pays où je n'ai pas mis les pieds. Et après tout, je me suis dit depuis toutes ces années, puisque je suis un petit peu les informations de ce que l'on, de ce qui transpire à travers cette, le filtre des médias habituels et de ce qu'on entend de ce pays. Et finalement, je me suis dit, mais au fond, je n'y connais rien parce que je n'y ai jamais été. Tout ce que je sais, ce sont des, des rapports de gens qui ont visité et qui ont été finalement dans des visites guidées, donc qui n'ont pas réellement vu la réalité du pays. Ils ont vu une réalité qu'on leur a montrée, on leur a montré une sorte de village Potemkin, mais on leur a montré, et aussi les informations que l'on a des médias dominants, et donc ces médias dominants, clairement, nous donnent une image extrêmement négative, pour nous, de la Corée du Nord. Et donc, je vais retirer ce que j'ai dit, je m'abstiens, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il en est réellement de la Corée du Nord. Je ne sais pas si c'est vrai que, clairement, c'est un régime étonnant, mais je ne vais pas, avec sa philosophie sociale, politique, etc. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose d'intéressant ou pas par rapport à la survie, l'autarcie, puisque je n'y ai pas été. On nous parle aussi de... bon, la militarisation, elle est évidente. Encore qu'il faudrait voir pourquoi et quelles sont les raisons. Alors, moi, je ne veux pas les défendre ni les accuser à ce point de ma réflexion. Et puis, également, on a des rapports via les grands médias de toute une série évidemment d'actions sociales, de purges, de famine et d'incapacité à nourrir la population, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a des images? Est-ce qu'on a des films? Est-ce qu'on a des témoignages qui convergent et qui valident ces informations? Peut-être que oui, peut-être que non, je n'ai pas étudié le sujet. Donc je retire ce que j'ai dit, je ne sais pas si la Corée du Nord est vraiment quelque chose d'horrible. Je me remets en question, vous voyez, régulièrement, et ça c'est un sujet dont la remise en question me taraude, parce que c'est c'est une des régions du monde où potentiellement une crise peut démarrer, une crise mondiale peut démarrer en Corée. Alors remettons la casquette des médias habituels et donc reprenons le scénario standard, c'est-à-dire les risques de guerre dans la péninsule coréenne, ils sont réels. On peut très très bien imaginer que, pour une raison ou une autre, et j'ai moi-même développé à l'époque où je développais des scénarios de simulation de conflits, j'ai développé, inspiré par d'autres bien sûr, mais enfin j'ai développé un scénario en tout cas de conflit moderne dans les années 2000 entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il y avait plusieurs options de démarrage de ces scénarios. Il y a effectivement le scénario classique, c'est-à-dire une attaque subite et surprise de la part de la Corée du Nord sur le Sud. Il y a aussi un scénario que j'avais inventé qui était le scénario à la guerre d'Irak, c'est-à-dire que les États-Unis alors en l'occurrence c'est pas l'OTAN, bien que l'OTAN serait impliquée, mais les États-Unis et les forces de l'ASEAN
interviendrait dans une guerre préventive contre la Corée du Nord, et donc la Corée se défend. Il y a aussi le scénario de la réunification des deux Corées, où la Corée du Sud envahit une Corée du Nord affaiblie, et c'est lié à ce scénario, il y a un scénario de l'implosion de la Corée du Nord. Dans tous ces cas, les risques sont grands, notamment dans le cas où la Corée du Nord attaquerait en premier la Corée du Sud, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée de la Corée du Nord est incroyablement nombreuse et puissante dans ce type de scénario-là. Pour la simple et bonne raison que, autant leur armée de l'air et leur marine sont relativement insignifiantes et rapidement balayées de l'espace aérien et maritime, ils ont tout de même des forces sous-marines obsolètes, mais nombreuses et intéressantes, qui peuvent créer quelques problèmes, notamment dans le fait de placer des commandos. Et ils ont des quantités incroyables de commandos, plusieurs centaines de milliers de troupes formées à des actions de commandos, sabotage, etc., qui peuvent être amenées par sous-marins, moins probablement et moins efficacement par avion, mais surtout aussi par des tunnels à travers la frontière, ou simplement via les infiltrations diverses par l'immigration, etc., par des réfugiés, etc. Mais surtout, c'est la force terrestre. La Corée du Nord a des millions de soldats en armes mobilisables très rapidement, mais à la limite, c'est pas ça leur force. Ni n'a pas autant de troupes blindées que ça, mais leur force, c'est l'artillerie. C'est qu'ils ont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de tubes d'artillerie qui, en quelques minutes, peuvent se mettre en marche, en quelques heures, peuvent balancer des salves tellement massives, typiques de ce que pouvait faire l'armée soviétique. En plus, c'est la même doctrine. Mais si vous voyez les images d'archives de l'armée soviétique à Berlin en 1945, vous voyez la concentration massive d'artillerie sur une ville peut être extrêmement dévastatrice. Staline disait en 1945, lorsqu'il a appris que les États-Unis avaient détoné des bombes, la première bombe atomique sur Hiroshima, Staline avait dit les Américains ont peut-être une bombe atomique, ils peuvent détruire une ville en une seconde, moi je peux la détruire en une journée. Et effectivement, l'artillerie soviétique, donc le modèle d'artillerie soviétique qui a recopié la Corée du Nord, est extrêmement dévastateur. Et l'artillerie de Corée du Nord, à travers la frontière, peut massivement raser la ville, en tout cas le nord de la ville de Séoul, qui est quand même une ville importante dans un pays important. La Corée du Sud, c'est une des plus grandes économies mondiales, c'est un des centres logistiques et de fabrication d'énormément d'outils et surtout de pièces, de composants dans l'électronique et dans l'informatique. C'est un élément clé et essentiel de l'économie mondiale, globalisée. Donc, quel que soit le scénario d'affrontement en Corée du Nord, les premières 24 heures, les premières 2-3 jours seraient simplement dévastateurs sur l'économie de la Corée du Sud. Après, on peut imaginer que dans les scénarios que j'ai décrits, les forces aériennes des États-Unis aujourd'hui seraient encore capables, surtout avec l'aide du Japon et des forces armées considérables de la Corée du Sud. La Corée du Sud a des forces armées aériennes, navales, terrestres considérables, serait rapidement capable d'arrêter toute invasion de la Corée du Nord et ensuite de détruire le potentiel d'artillerie de celle-ci. Néanmoins, pendant ce temps, on voit très bien comment des milliers, des dizaines de milliers de tubes d'artillerie qui tirent plusieurs obus de 122 ou de 152 mm, et ça fait des sacrées charges explosives, plusieurs de ces obus par minute, sur plusieurs heures, ça vous fait des millions d'obus qui tombent sur le nord de Séoul, et à plus longue distance, donc là ça inclut toute la ville de Séoul et également les aéroports, les infrastructures maritimes, etc. En tout cas du nord de la Corée du Sud, ce sont les artilleries à longue distance qui sont des roquettes multiples, des missiles balistiques, etc. Et là c'est autre chose que les Scuds de Saddam Hussein. Là on a le volume, la masse, et puis on a un pays
qui est uniquement basée sur ça. Donc on a une armée qui est basée sur l'offensive de manière massive, et là on ne parle même pas des missiles à très longue portée, que sont les missiles No-Dong, et les modèles plus récents dont on n'est pas certain qu'ils fonctionnent très très bien, mais enfin, en tout cas les No-Dong peuvent atteindre le Japon, et donc impliquer le Japon dans une guerre régionale, ce qui ne serait pas ne ferait pas la joie de la Chine, et des missiles encore plus à longue portée qui pourraient toucher Hawaï, et certains parlent même de la côte ouest des États-Unis, ce que je doute, et aussi la possibilité d'utiliser une tête nucléaire. La Corée du Nord semble en avoir quelques-unes. L'utilisation d'une tête nucléaire sur une ville, bien que dramatique, ne serait pas dévastatrice dans le monde, mais si cette arme nucléaire était configurée et utilisée de manière à produire des impulsions électromagnétiques sur le Japon ou sur la Corée du Sud, ça aurait des conséquences catastrophiques, énormes sur cette région, et pourrait avoir des conséquences dramatiques à travers le monde. Donc une guerre entre la Corée du Nord et on va dire le reste du monde pourrait avoir des conséquences énormes. J'avais même fait un scénario où la Chine finalement réglait le problème et la Chine envahissait la Corée du Nord pour simplement faire un changement de régime. Et là, bien sûr, la Corée du Nord était totalement prise au dépourvu, toutes ses troupes étant concentrées en direction du sud pour l'essentiel. Donc voilà. Donc, bien que je me réserve donc tout jugement sur la Corée du Nord et que tous ces scénarios, je dois bien admettre que tous ces scénarios sont basés sur ce que j'entends dans les médias dominants et donc sont a priori biaisés au minimum et peut-être même complètement faux. Mais certainement, c'est un pays à suivre et c'est vrai que j'ai pas beaucoup mis de scénarios dans mes livres qui touchent la péninsule coréenne et c'est une erreur car c'est potentiellement une poudrière assez importante. Je pense qu'il y a un jeu en réalité pour qu'une guerre n'arrive pas dans cette région. Il y a un jeu entre les États-Unis, la Chine et les deux Corées. Il y a une sorte d'accord tacite où il y a des escalades de violence, il y a des négociations en échange de quoi chaque partie cède, ou donne quelque chose. Typiquement, on a souvent les États-Unis ou le Japon qui donnent de la nourriture ou probablement d'autres avantages sous la table via des comptes en banque offshore à des dirigeants nord-coréens, en échange du calme et de la paix pour que cette partie du monde, notamment la Corée du Sud, mais aussi le Japon, puisse continuer à prospérer et surtout produire des éléments qui sont essentiels. Encore une fois, l'électronique, l'informatique, c'est essentiel dans notre monde, c'est essentiel pour les systèmes d'armement américains, c'est pas insignifiant du tout. Donc, à suivre la Corée du Nord, à suivre les changements de régime dans ces pays. Ça fait partie de l'information que nous devons avoir. Et Kim Jong-un, si tu nous regardes, si tu veux m'inviter dans ton pays, je viendrai de manière objective et franche, voir un petit peu ce qu'il en est. Et faire mon petit rapport sur la capacité d'autonomie, mais aussi sur les risques réels qui existent dans cette région. Donc, sur ce, à très très bientôt.